Bonsoir et bienvenue dans Enquête de Sens, votre nouveau magazine d'investigation. Tous les mois, nous vous révélerons de nouvelles enquêtes dédiées à des sujets de société qui touchent forcément les Réunionnais. Pour cette première enquête, nous nous sommes intéressés aux logements sociaux à La Réunion. Depuis des années, des cas d'insalubrité ont été révélés par les différents médias de l'île. Mais qu'en est-il réellement? Les bailleurs sociaux se préoccupent-ils vraiment de ces sujets? C'est la question que nous sommes allés leur poser directement. Enquête de Sens dédiée aux logements sociaux à La Réunion, c'est un reportage filmé avec Damien Ossic et Loïc Esparon. L'immeuble penche de 2 cm par mois. On peut ouvrir la porte, mais elle va toujours se refermer par rapport à l'inclinaison. Et c'est là que ma fille elle a glissé. Comme chaque matin, Marie-Yvette s'affaire dans sa cuisine. Cette future retraitée vit dans ce 70 mètres carrés à 460 € par mois, un logement social en centre-ville de Saint-Denis dans lequel elle pourrait vivre tranquillement, à quelques détails près. Donc là concrètement, qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est la peinture qui s'enlève? Oui, voilà, ça décolle, hein, et on aurait dû refaire, mais bon. Parce qu'au fait, au-dessus, il y a une terrasse, mais il n'y a personne, une terrasse vide, mais il y a de l'eau qui reste. Ça dégouline de partout, et même dans les chambres, et puis... Donc c'est-à-dire que là, c'est pas le pire? Non, là, c'est pas le pire, c'est plus la chambre. Dans sa chambre à coucher, l'eau s'infiltre régulièrement. Pour preuve, ces dégoulinures du plafond jusqu'au sol, jusqu'à cette prise de courant. À 65 ans, Marie-Yvette craint pour sa santé et sa sécurité. Pourtant, en bonne locataire, elle paie chaque mois rubis sur l'ongle son loyer. Et malgré ses appels auprès de son bailleur depuis 9 mois, elle se sent abandonnée. Et voilà, c'est la chambre, hein, de l'eau, justement sur la terrasse qui dort et qui coule et puis qui reflète de ce côté jusqu'au sol au fait. Hein. Et ça a bousillé le matelas et le drap et compagnie, mais bon. Et même là, ça dégoulinait sur le lit, j'étais obligée de mettre un plastique dessus pour ne pas mouiller en plus, hein, parce que sinon c'était... Mais ça a moisi, hein, il y a des taches de partout, mais bon, enfin, on va faire avec. Hein. Mais là aussi, j'avais peur pour les prises, parce que ben, il arrivait jusqu'au sol, il y avait même de l'eau sur le sol, au fait. Hein. La Sodiac, eux, ils disaient qu'il faut qu'ils réparent là-haut avant. Et l'assurance, ils disent tant que c'est pas sec, ils ne peuvent pas faire les réparations. Et après, ben, ça fait depuis le mois de janvier, on fait des réclamations à chaque fois. Et à chaque fois, on remonte. Et là, on est quoi? Septembre, et puis hein. Le moral, il prend un coup, en fait. Quand on regarde ça, même là, c'est pas fameux. Vous payez combien par mois? Là, on a eu avec la fête, ça fait 465 € avec les charges. On peut faire un peu de peinture, je sais pas moi. Remettre un petit peu à neuf. Refaire la peinture, c'est bien, dans une chambre, c'est quand même... Hein, on ne demande pas la lune, enfin. Peut-être juste une réponse déjà. Voilà, une réponse, alors. Oui, on ne dit pas oui, on ne dit pas non. On remonte chaque fois les informations. OK, mais bon, après, il faut dire, hein, faut avoir un résultat. Marie-Yvette n'est pas un cas isolé. À Sainte-Marie, Prisca nous donne rendez-vous dans le parking de sa résidence, comme illustration de ce qu'elle nous montrera plus tard. Elle nous montre ce tuyau d'évacuation au pied de son véhicule. Résultat, ce qui semble être les eaux usées de ses voisins coulent devant sa voiture. En plus de l'odeur nauséabonde, c'est un petit parcours du combattant pour arriver au volant. Tu as déjà eu des problèmes par rapport à ça? Je passe là pour passer dans ma voiture. Ouais. Donc s'il n'y a pas la lumière le matin, je suis obligée de faire tout le tour d'ailleurs pour ne pas glisser. Voilà, donc je ne sais pas dans quoi je marche. On peut avoir la senteur des toilettes, on peut avoir la senteur des éviers, on peut avoir la senteur du shampoing. Et c'est là que ma fille elle a glissé. Et on m'a dit si je ne payais pas la mutuelle pour l'amener chez le médecin. En fait, elle venait comme ça, et elle a marché, et ça a glissé comme ça. En fait, elle est tombée sur le dos. Elle est tombée par terre, en fait. Même elle a mis ses mains par terre, mais voilà, on ne s'attendait pas, parce qu'en fait, la lumière, elle ne s'éclaire pas automatiquement. Après ce tour de chauffe, Prisca nous guide jusqu'à son appartement. C'est la chambre où ma fille, elle dormait. Dans cette pièce, l'odeur est insupportable, même pour nos équipes. L'humidité du mur extérieur qui remonte à l'intérieur. Et là, ça fait quoi? 3-4 mois, je paye un loyer et je dors dans mon canapé. J'attends les travaux. Tout ce qui sort du mur de dehors qui remonte en fait. Il y a tout le bas, là, tout le haut, fenêtre bloquée. Et là, vous dormiez, enfin quelqu'un dormait dans cette pièce? C'était la chambre de ma fille en fait. Ça a commencé de là-bas. Et quand moi j'ai constaté, j'ai commencé à nettoyer.
Et quand ça a commencé vraiment, je dis, bah, c'est bon, on ne dort plus là, quoi. Du coup, je paie, mais elle est fermée. Et vous pouvez pas ouvrir, c'est ça? Non, c'est bloqué la fenêtre, c'est bloqué. C'est bloqué, elle est cassée, ouais, regardez. Ouais. Bah, du coup, je peux vous expliquer pourquoi. En fait, ça fait juste 1 an et demi que j'ai acheté ce matelas. Parce que il y a de la moisissure, comme vous venez de voir, dans la chambre. Faut ne pas le jeter, parce que j'ai pas aussi les moyens en fait. Donc là, vous avez sorti le matelas qui est en train de moisir, vous l'avez mis dehors. C'est ça. Faut ne pas avoir de moisissure. En fait, ça c'est mon lit à moi. Face à cette situation, Priska est obligée de dormir sur son canapé tous les soirs. Sa fille dort dans son ancienne chambre. Est-ce que c'est pas vivable dans les autres pièces? Dans la pièce, non, c'est pas possible. Comme vous avez vu, c'est fenêtre bloquée, on peut pas respirer. Donc, je ne vais pas tomber encore malade. Et donc là, vous avez décidé de partir? Oui. Pourquoi je paye un loyer quand même à 590 €. Ça fait quand même plusieurs relances que j'ai fait. J'ai eu personne. Donc j'ai fait quand même des démarches, d'où les démarches qui sont arrivées jusqu'à la CEMADER. Et de là, ils sont venus faire des constats. Et du coup, de leur constat, il n'y a plus rien qui bouge. Donc je ne peux pas continuer à payer quelque chose dont je ne peux pas dormir dedans. Malgré les sollicitations auprès de son bailleur social, aucune réponse. Priska a donc décidé de déménager. Dans son cas, Priska a fait appel à Jean-Yves Sinimalé pour l'épauler via son association de droit au logement. Il aide Priska et des centaines d'autres locataires à se faire entendre face à leurs bailleurs sociaux. Du coup, Jean-Yves, vous pouvez nous expliquer, selon madame, ça avançait pas du tout le dossier, c'est pour ça qu'elle part, et finalement, c'est au moment où elle veut partir, c'est grâce à vous, du coup, que la CEMADER bouge enfin, quoi. Ouais. Je crois que madame m'a alerté depuis l'année dernière, je crois, de mémoire, et je suis intervenu une première fois, déjà en fin 2021 de mémoire, et suite à mon intervention, il y a quelqu'un qui est passé sur place, voir et faire des photos, pour voir quel type de travaux qu'il fallait engager dans l'appartement. Et finalement, ça s'est rien passé, donc j'ai plus de contact avec Mme Mara. C'est moi qui ai repris contact avec elle en revenant là au mois de juillet. J'ai passé en revue tous mes dossiers en attente. C'est là que j'ai vu que Mme Mara apparaissait dans les listes et que j'ai pas eu de retour. Donc je l'ai appelé pour lui demander où s'en est son dossier. C'est là qu'il m'expliquait c'est impossible de continuer de vivre dans cet appartement. Elle a décidé de partir et de trouver un appartement. Et qu'elle a trouvé un appartement, c'est au moment où je suis intervenu à nouveau pour la CEMADER, c'est là qu'ils ont envoyé quelqu'un pour faire les travaux. Et je crois que aujourd'hui ça ne sert plus à rien. Il fallait faire les travaux bien avant, à notre demande, dès 2021. Mais c'est que j'ai adressé un mail, je vais dire, à la CEMADER, responsable de la CEMADER de Sainte-Marie, je crois, et je lui ai dit, surtout, quand vous allez rembourser la locataire intégralement sans tenir compte des dégradations qu'il y a dans l'appartement. Et si ce n'est pas le cas, je m'adresserai directement à la directrice générale Anne Seri. Pourquoi ils bougent que maintenant? C'est pour se dédouaner après? C'est pour camoufler je crois qu'ils ont agi comme ça, vu ma façon d'intervenir auprès de cette personne responsable, se disant responsable de la CEMADER. Je suis intervenu énergiquement. Pour dire, madame, si vous ne faites rien, il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est comme ça qu'ils sont intervenus, pour vous dire, sous la pression de notre association. Et ça, c'est un cas isolé ou à chaque fois vous êtes obligé de... Ah non, c'est pas un cas isolé. On voit ça tous les ans. Là, on peut quitter là, aller à Saint-André. Donc, à Sani, qui m'accompagne dans des démarches de ce type, on peut y aller dans d'autres cas, ce sera pareil. Parce que quand on les interroge, les bailleurs sociaux, ils nous disent que ça représente 2%, 3% de tous les locataires, que finalement c'est... oui, mais c'est facile à dire que ça représente 2-3%. On peut vous en parler à Saint-Pierre, Sainte-Suzanne, Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Paul. C'est partout pareil, ça représente bien plus que 2%. Les locataires se plaignent beaucoup des bailleurs sociaux. Surtout au niveau du délai d'intervention où ça met un certain temps pour intervenir dès qu'il y a signalement des locataires. Des cas comme Priska et Marie-Yvette, nous en avons rencontré une dizaine entre Saint-Denis et Sainte-Marie rien que le temps de ce tournage. Plus que l'aspect financier, c'est surtout la sécurité des locataires qui est en jeu. C'est l'un des cas d'insalubrité les plus médiatisés de la Réunion, la résidence Flacourt ou la résidence de l'horreur. Sortie de terre il y a tout juste 2 ans, rien ne va pour ces locataires. À peine l'entrée passée, le ton est donné. Des barres de fer et des planches de bois soutiennent la structure. C'est un mikado géant,
loin de faire rire les habitants. Donc ça, c'est qui a installé ça? C'est la CDR. Ça fait maintenant presque 2 ans. Presque 2 ans, oui. Et s'il n'y avait pas ça, ça serait quand? Je sais pas. On rejoindrait la rivière de l'autre côté. Ah oui, c'est ça le truc, c'est que c'est le bâtiment qui... Oui, et il met des morceaux de palettes de fer pour qu'on ne voit pas l'espace. Pour passer l'espace. Il y a un gros départ. Là en dessous, il y a quoi? Il y a du vide? d'ouverture. Il y a l'ouverture là qui ouvre là. Pour pas qu'on voit, ils ont mis la place de Voilà. Car le vrai souci est là, au-dessus de nos têtes et sous nos pieds. Le bâtiment se fracture de plusieurs centimètres, nous pouvons même passer une main entière dans l'ouverture. En montant les étages, un autre détail attire notre attention. Les portes coupe-feu, censées protéger des incendies, sont en fait de simples portes en bois. La porte de coupe-feu, c'est la porte d'un appartement. Ils ont cassé le Judas avec le numéro, avec la petite plaque. François, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que c'est pas une porte coupe-feu, c'est une porte d'appartement. En plus, c'est l'ancienne porte d'avant en bois. Vous pouvez regarder. Ouais, c'est une porte en bois. S'il y a le feu, c'est pas une porte coupe-feu. Donc c'est en bois le feu. Il peut prendre dedans. Hein. Comme il dit avec tous les habitants, il vaut mieux mourir dans son appartement que essayer de prendre l'ascenseur et rester bloqué avec le feu. Et il y a déjà eu des soucis comme ça? Oui. Oui. Il n'y avait pas la lumière. Mais dans ces temps-là, il n'y avait pas d'ascenseur et pas de lumière. Il fallait qu'on faisait... Et c'était à 4 h du matin. Ah oui. Oui. Quand vous dormez, que vous entendez le pompier qui vous dit il faut évacuer l'immeuble. Ah oui. Sans lumière. Tous les gens qui viennent ici nous demandent comment on fait pour vivre ici. On leur dit on ne vit pas, on survit. On n'a pas le choix. On va aller où? C'est ça le problème là. On va quitter ici pour aller où? Cette habitante nous fait visiter son appartement. Elle vit ici avec ses enfants. Dans leur chambre, ces traces d'humidité. Au mois de novembre de cette année, il va faire 3 ans que j'ai emménagé ici. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Vous êtes énervé, fatigué? Énervé, pas trop, parce que c'est comme si qu'on se bagarre contre un mur. C'est une grosse société, c'est la SIDR. Ils savent qu'il y a des malformations, ils savent qu'il y a beaucoup de choses. Mais ils vont toujours essayer que les locataires vont dans leur sens et non dans le nôtre. Nous, si on se bagarre, c'est par rapport, vous voyez, ce qu'il y a là. Mais au moins, la dignité de l'être humain. Avant tout, je ne pense pas que le directeur de la SIDR ou les cadres de la SIDR viendraient vivre dans un logement comme ça. Mais au moins, quand on lance une alerte, d'être compréhensif, de dire, oui, il y a un problème là. Non, au contraire, pour moi, ils étouffent. Ils colmatent des petits trucs comme ça, mais ils savent qu'au bout, que l'immeuble, on ne peut plus rien faire avec. Mais ils louent quand même. Le directeur de la SIDR, il est déjà venu ici, personnellement? Non, on a eu une réunion avec lui et ça s'est pas bien fini. Parce que moi-même, je lui ai fait comprendre. Il a dit qu'ils ont gaspillé 1 600 000 € de réparation dans l'immeuble. En faisant le reportage, vous voyez qu'il y a 1 600 000 € de réparation dans l'immeuble. Franchement, il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles non plus. Et là, quand on voit que vos enfants ils sont obligés de dormir sous de la moisissure, enfin pas de la moisissure, mais de l'humidité, le plafond qui gondole et qui tombe, ça vous fait mal, vous, de voir ça? Oui, mais on n'a pas le choix. Comme on dit, je ne vais pas aller dormir à la rue. Et puis je dis, je ne vais pas leur donner ce plaisir-là. Ils louent, ils savent que c'est pas bon, qu'ils prennent les responsabilités. C'est tout ce qu'on demande, mais après, comme on dit, c'est une grosse entreprise. Voilà. Au moins ce serait bien qu'on a du soutien quand même des élus et tout, parce qu'ils voient vraiment, là c'est pas quelqu'un qui demande, qui dit tout l'immeuble est pas bon. Vous-même vous avez vu, ça s'incline de l'avant. Au moins de faire l'effort. Et souvent, vous vous posez la question, mais vos enfants, ils ont des problèmes de santé du coup à cause de l'humidité, tout ça? Des problèmes de respiration? Problème d'asthme, des fois, oui. Pourquoi? Parce que l'humidité, normalement, même que ça sèche comme ça là, vous voyez, les petits trucs, c'est comme des cotons. Tous les jours, ça tombe sur le lit. Tous les jours, on est obligé de passer l'aspirateur, on est obligé de passer le balai. Mais vous pensez que vous allez rester encore longtemps? Non, on doit partir. Hein. On sait qu'on n'a pas le choix. On sait qu'on doit partir coûte que coûte. Mais nous, on a demandé que quand ils vont faire les travaux, de pouvoir réhabiliter mon logement. Parce qu'un logement comme ça ne se trouve plus. Pour le prix qu'on paye le mois et tout, le nombre de mètres carrés, ça, ils font des boîtes de sardines maintenant. Mais on sait qu'on doit partir coûte que coûte. Mais après, c'est vrai qu'on a l'habitude de vivre ici.
On a tout à proximité, le médecin, le bus, on a tous les enfants, ils vont à l'école près. Mais dans quel environnement on va nous mettre? C'est ça. Mais on sait qu'on va... C'est vrai qu'on tient tête, hein, parce que comme on dit, depuis le temps qu'on se bagarre pour ça. Mais au moins, on sait qu'on ne va pas rester là. Il faudra qu'on parte pour qu'ils fassent les travaux. Au fil de ces visites de résidence, une question se pose sur la qualité de construction de ces logements. Nous contactons l'Ordre des architectes de La Réunion. Du coup, il y a moins d'encadrement, on a du personnel moins bien payé ou alors moins qualifié. Il y a la question de la formation aussi des entreprises, la formation professionnelle, etc., qui fait qu'en réalité, ces transferts d'argent, finalement le résultat c'est quoi? C'est qu'on construit beaucoup plus cher pour une qualité qui s'est amoindrie depuis en gros 20 ans, 20-25 ans. In fine, au bout de 25 ans, on se retrouve avec un coût qui est 3 fois plus important et on construit 2 fois moins de logements qu'on en construisait à la fin des années 90. Donc ça c'est le bilan. Et par rapport à ça, qu'est-ce que font les professionnels? Les honoraires des bureaux de contrôle, par exemple, qui sont censés contrôler les constructions, ils ont été divisés par 2 en 15 ans. La maîtrise d'œuvre, on a dû perdre 30 à 40% d'honoraires. Alors évidemment, ça fait corporatif de dire ça, mais si vous voulez, quand vous avez 30 à 40% d'honoraires en moins, vous n'allez pas passer 30 à 40% d'honoraires en plus, enfin de temps en plus sur les chantiers pour contrôler. Et le pire, c'est les entreprises. Alors ça, les entreprises, on a viré tous les vieux qui avaient de la connaissance, les jeunes coûtent moins cher, on prend des personnels moins qualifiés, il y a moins pareil, pour tenir dans les coûts, on peut pas complètement, je dirais, avoir un encadrement qui était aussi performant qu'avant. Et du coup, on arrive, enfin moi c'est mon analyse, on arrive à finalement avoir une sinistralité qui augmente et des coûts, parce que les coûts augmentent en réalité et qu'on met les sommes là où finalement c'est moins efficace. Parce que ça vient d'une mystification qui est largement, franchement, on est hyper minoritaire à tenir ce discours-là, faut en être conscient, quoi. C'est-à-dire que dans l'esprit de tout le monde, la norme contribue à la qualité. Mais en tout cas, ce qu'on constate à La Réunion, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des normes qui ne sont pas adaptées, en plus. Ça, c'est un autre sujet. Donc, on dépense de l'argent pour des choses qui ne servent à rien. On ne peut pas utiliser d'autres solutions. C'est très compliqué pour des choses qui nous servent réellement. Et donc, voilà. À La Réunion, on compte un peu plus de 80 000 logements sociaux. Un Réunionnais sur 4 en bénéficie. 7 bailleurs se partagent le parc locatif, SIDR, SHLMR, CEMADER, Cèdre, Sodiac, Sodégis et CEMAC. Les 2 parcs les plus importants sont la SHLMR et la SIDR. En moyenne, le montant des loyers est de 6 € le mètre carré. Bon point pour les bailleurs, La Réunion est le 2e département français où les loyers sociaux sont les plus faibles. Mauvais point, le montant des charges aurait tendance à augmenter sans que les bâtiments ne soient rénovés et que les problèmes constatés dans les logements ne soient réglés. En 2021, 1784 logements sont sortis de terre, 721 rien que pour la SHLMR. Sa directrice générale a accepté de nous rencontrer. On a énormément de demandes, puisqu'il y a plus de 35 500 demandeurs de logement social à La Réunion aujourd'hui, dont un gros tiers, enfin un petit tiers plutôt, est déjà dans le parc social en attente de mutation. Donc c'est effectivement un travail à la fois compliqué mais très réglementé de savoir à qui on va attribuer des logements. Donc c'est le code de la construction et l'habitation qui définit les critères de priorisation. Si vous n'avez effectivement pas de logement propre, si vous êtes handicapé, si vous êtes victime de violence, il y a un certain nombre de critères qui fait que vous êtes tout de suite prioritaire à la demande de logement. Donc c'est des critères qu'on applique. Après, la spécificité de la SHLMR, c'est que son capital est essentiellement détenu par Action Logement,
qui collectent le 1% logement auprès des entreprises. Donc nous, on a, après les critères obligatoires, on a effectivement le critère des salariés d'entreprise. Une de nos missions, c'est effectivement de loger les salariés de première ligne ou les salariés qui cotisent, dont les entreprises cotisent. Donc ça, c'est une spécificité que vous ne retrouverez pas chez les autres bailleurs, puisque l'actionnariat est différent. Alors je voudrais juste vous montrer un exemple justement de logement qu'on est allé voir. Ce logement là, c'est sur le boulevard Sud. Oui. Est-ce que vous connaissez? Oui. Du coup là, ça fait à peu près 6 mois qu'il est dans cette état-là, oui. Donc les devantures sont tombées. Non, elles ont été démontées. Elles ont été démontées. Oui, volontairement. Mais pas remontées. Et les locataires se plaignent forcément, voilà, ils mettent des alors, juste pour bien expliquer, du coup ils mettent des dalles en bois, ce qu'ils peuvent en fait pour se protéger de la pluie, du vent. Ça fait 6 mois, 6 mois que ça dure. Oui. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un manque de réactivité ou c'est que, encore une fois, le dossier prend plus de temps? Alors là, on est dans un cas très particulier. Alors, il faut déjà savoir que les panneaux qu'on a démontés ne concourent en rien au confort, mais juste en fait à la protection des vis-à-vis et éventuellement un peu du vent sur les terrasses, mais ça n'a pas un organe de confort. C'est une opération qui a quelques années et en fait on a eu un début de panneaux qui bougeaient, donc on a lancé une expertise parce qu'on est en garantie décennale de l'entreprise. Donc on a lancé une expertise et l'expert nous a dit il y a un risque de voir des panneaux tomber, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a démonté les panneaux, puisque la priorité chez nous c'est la sécurité, donc il était inenvisageable qu'un panneau puisse tomber. Là-dessus, pour ne pas que le sujet se reproduise, on a demandé à l'expert et aux entreprises d'essayer de nous trouver une méthodologie et de ne pas les reposer à l'identique, puisque si on reposait à l'identique, ça veut dire que dans quelques années, on était confrontés. Et c'est là-dessus que ça prend beaucoup de temps. Donc effectivement, la mairie de Saint-Denis nous a fait savoir qu'elle voulait qu'on repose les panneaux. On veut tous reposer les panneaux. Mais c'est la méthodologie, en fait, et le bon process qui nous manque. Donc là, on a enfin obtenu, effectivement, des propositions de l'entreprise et on a aussi sollicité le concepteur, le maître d'œuvre, pour qu'il nous en propose. Voilà, et on va tenter de remonter ça dans les mois qui suivent. Mais l'idée, c'était surtout pas de dire on va vite et on fait mal, puisque ça veut bien dire que les préconisations qui ont été faites au départ n'étaient pas suffisantes au regard, en fait, de l'air marin. Sur Saint-Denis, c'est une vraie difficulté. Et qu'on repose quelque chose qui soit plus conforme. Donc évidemment que les gens, puisqu'on leur permettait d'avoir des panneaux de protection, compensent par d'autres panneaux en attendant, mais on va les reposer. Mais oui, c'est long parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque ça a été conçu en neuf, tout le monde a pensé faire bien. Parce qu'il faut arrêter de penser qu'on fait du bon marché, bas de gamme, vite fait, c'est pas le cas. Il y a énormément d'intervenants à l'œuvre de construction, il y a des contrôleurs techniques, des bureaux d'études, des architectes, des entreprises, tout le monde pense faire bien. Et puis il s'avère qu'il y a des fois des composantes qu'on a sous-estimées. Typiquement là, on a sous-estimé l'effet marin, ou il y a quelque chose. Et donc si on refait, suivant la même méthodologie, on va se retrouver à redéposer les panneaux dans 3 ans, on va dire qu'est-ce que vous faites à déposer. Voilà. Donc là, on s'est dit non, si ça prend 6 mois, ça prend 6 mois. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé confronté à une difficulté des intervenants à nous faire une proposition qui tenait la route et qui répondait en fait à notre exigence de maintien et de pérennité dans le temps. Voilà. Rétablissons la confiance et ne rougissons pas de notre parc social. Je pense qu'on n'a absolument pas à rougir. On a du parc qui peut être un peu ancien et qui a des enjeux de réhabilitation. On n'en a pas parlé, mais Dieu sait qu'on déploie aujourd'hui des gros investissements sur la réhabilitation. Mais voyons aussi, en fait, de temps en temps, le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Peut-être ne voit-on le verre qu'à moitié vide. En attendant, plusieurs maires de Lille ont annoncé ne plus vouloir faire construire de logements sociaux dans leur commune. Voilà pour ce reportage consacré aux logements sociaux à La Réunion. Frédéric Pilor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'ARMOS, l'association régionale des maîtres d'ouvrage sociaux et aménageurs de l'océan Indien. En clair, c'est vous qui regroupez les 7 bailleurs sociaux de Lille. Ça fait 31 ans déjà que l'ARMOS existe, pourtant elle est très peu connue du grand public. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous expliquer rapidement votre action ? Bien, écoutez, effectivement, il y a 31 ans, les 7 bailleurs sociaux ont souhaité se regrouper avec l'idée de mener plusieurs missions, de collaborer, de mutualiser un certain nombre de réflexions pour faire progresser le logement social à La Réunion. Et puis également
porter certaines actions, et notamment dans notre actualité très proche, nous avons les élections de locataires qui vont représenter les locataires dans les conseils d'administration des différentes sociétés, qui vont être menées donc, pour l'ensemble des 7 bailleurs par l'ARMOS. Et puis nous avons une autre action qui est menée, elle, depuis un peu plus longtemps maintenant, et qui est continue, je dirais, quotidienne, et que nos locataires connaissent bien, c'est Géode, qui regroupe la demande de logements sociaux. Donc, les locataires, les clients le connaissent très bien. Hein. C'est un organisme qui permet de centraliser l'ensemble des demandes des locataires sur l'île et de gérer la demande et de partager en fait les informations des demandeurs à l'échelle de tous les bailleurs sociaux et de tous les acteurs du logement social. J'en profite également pour préciser que si les bailleurs sociaux ou l'ARMOS, même si elle est moins connue, sont souvent désignés comme un petit peu les seuls acteurs du logement, ce n'est pas tout à fait le cas. On partage en fait l'environnement du logement social avec un grand nombre d'acteurs différents. L'État, par exemple, qui participe au financement des nouveaux logements sociaux, qui participe aussi, on le verra peut-être, au phénomène de l'attribution des logements. Les collectivités sont aussi une partie prenante importante. Les associations de locataires également, ainsi que le monde du BTP, puisque c'est avec eux qu'on construit les nouveaux logements sociaux. Donc l'ARMOS regroupe les 7 bailleurs, mais on est loin d'être les seuls acteurs du logement social à La Réunion. Et justement, dans l'actualité, Éric Fontaine, le président de la CNL, pointe du doigt justement les bailleurs sociaux en demandant un gel des loyers pour l'année 2023. Vous disiez que vous n'êtes pas le seul acteur. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose là-dessus ? En fait, l'indice des loyers révisé chaque année, c'est une décision gouvernementale et elle s'impose ensuite aux bailleurs sociaux. Donc M. Fontaine, s'il s'adresse aux bailleurs sociaux, se trompe d'interlocuteur sur ce sujet-là. Mais moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'effectivement, on perçoit dans l'actualité avec l'inflation, et on est tout à fait conscient, nous, bailleurs sociaux, de la difficulté que peuvent rencontrer nos locataires. Mais en effet, geler les loyers, ce n'est pas forcément une solution, en tout cas à moyen terme, pour le logement social, puisque c'est une ressource que les bailleurs sociaux utilisent ensuite pour réinvestir dans le parc existant. Donc annuellement, on investit 160 millions d'euros à l'échelle de l'ensemble des bailleurs sociaux à La Réunion pour maintenir, entretenir, réhabiliter, améliorer le parc de logement. Donc si demain, nous avons moins de ressources financières, c'est aussi des difficultés pour mener à bien ces actions qui sont nécessaires évidemment pour le parc de logements sociaux La Réunion. Le parc, pour donner une idée à vos téléspectateurs, le parc de logements à La Réunion des 7 bailleurs sociaux, c'est 81 000 logements. Ça veut dire qu'à peu près un foyer sur 4 à La Réunion loge dans un des logements des 7 bailleurs sociaux. Donc c'est quand même, je dirais, une proportion importante de la population. Et ça veut dire que vous avez aussi une responsabilité donc, pour un quart donc, des Réunionnais. Est-ce que on parlait de la hausse des coûts, de la vie en général, avec ce qui se passe au niveau mondial, est-ce que vous redoutez une hausse des demandes encore, de demandes de logements sociaux justement, face au coût de la vie ? Alors, l'observation de la hausse des demandes, c'est une courbe qui est croissante, continue. Effectivement, sur ces 2 dernières années, la croissance est un peu plus marquée encore. On atteint à peu près 37-38 000 demandes de logements sociaux à La Réunion. Donc, vous voyez, par rapport à 81 000 logements existants, on est quand même sur une proportion très importante. Et en face de ça, on produit en tout cas pas assez de logements à La Réunion, mais quand je dis on, encore une fois, c'est l'ensemble des acteurs que j'ai cités tout à l'heure réunis, puisqu'en fait, il nous appartient à tous collectivement de créer un environnement propice à la création d'une offre, que ce soit sur le parc existant ou sur le développement d'un nouveau parc. Et annuellement, on va dire, c'est environ 2000 logements sociaux neufs qui sont livrés chaque année, en face d'une demande croissante qui s'établit aujourd'hui à peu près à 36-38 000 demandes de logement. Donc effectivement, c'est un défi considérable, d'autant qu'on est sur un territoire contraint à La Réunion, avec des mètres carrés disponibles limités, avec une industrie du BTP qui, elle aussi, a ses contraintes. Énormément de matériaux sont importés, donc on est très dépendant effectivement de fluctuations sur des marchés qui dépassent évidemment le strict cadre de La Réunion.
Et puis il faut faire face aussi aux politiques. Plusieurs maires de communes de La Réunion ont annoncé ne plus vouloir de construction de logements sociaux, notamment Erika Barej, la maire de Saint-Denis. Est-ce que vous comprenez ces prises de position? Est-ce que vous discutez justement avec notamment Erika Barej? Alors, il se trouve que nous avons livré à la CEMAC que je dirige, puisqu'en fait, si je suis président de l'Armos, c'est au titre de la direction d'un des 7 bailleurs de l'île, donc la CEMAC, et que nous avons livré une opération, la première en tout cas pour la CEMAC, de logements sociaux sur le territoire de la ville de Saint-Denis. Et je dirais que l'accueil a été plutôt favorable, alors de la part de la municipalité pour ce nouveau programme. Donc je pense qu'il y a parfois l'expression de certaines oppositions et de certains mécontentements, mais en tout cas, il s'est trouvé que là, il y avait l'opportunité de répondre à une demande et que la mairie a accompagné le projet. Maintenant, en ce qui concerne le dialogue avec les collectivités, en tout cas, c'est quelque chose qu'à l'Armos, on essaye de maintenir, évidemment, et qu'on appelle de nos voeux. Et je dois dire que là, on a été assez satisfait de trouver écho auprès de l'Association des maires de La Réunion, puisqu'il y a quelques semaines, on a eu une réunion de travail avec plusieurs présidents d'intercommunalités, plusieurs représentants des élus locaux. Demain, il y a des ateliers qui sont prévus d'être organisés et auxquels nous allons participer avec beaucoup d'autres acteurs du logement social. Donc je pense que c'est intéressant de voir que le dialogue se développe et qu'il y a une vraie prise en compte de la problématique du logement social, du logement, de l'habitat à La Réunion, parce que je pense que le logement social, c'est une fraction de ce qu'est la politique de l'habitat à La Réunion. Et donc, je pense que c'est des signaux plutôt positifs. En tout cas, nous, on le prend comme tel. Et c'était quelque chose qu'on appelait de nos voeux, qu'effectivement, le dialogue soit constructif, collaboratif avec les élus locaux. En tant que président de l'Armos, comment vous voyez le parc locatif à La Réunion? Est-ce que vous considérez qu'il est dans un bon état ou qu'on peut mieux le faire? Quand on parle de l'état et de la qualité du logement, il faut quand même relativiser les choses. Effectivement, il y a certainement des logements qui ne sont pas dans un état satisfaisant. La presse s'en fait écho parfois très régulièrement, mais en même temps, il faut se dire que c'est une infime partie du parc. Je vous ai dit 81 000 logements sociaux aujourd'hui à La Réunion. Nous avons ce qu'on appelle des réclamations de nos clients. Et je dirais qu'on est aujourd'hui dans la moyenne, dans les standards de notre profession, par rapport au volume de réclamations. Et quand les réclamations nous parviennent, nous avons évidemment à cœur de répondre et de satisfaire les attentes de nos clients. Maintenant, nous faisons face quand même à des spécificités localement, en termes climatiques par exemple. Il faut que les logements soient, comment dirais-je, à même de répondre à un certain nombre de contraintes, que ce soit lié aux pluies dans certaines zones de l'île qui sont particulièrement intenses, et ce qui entraîne quand même toutes ces incidences climatiques, un vieillissement prématuré, une nécessité d'intervenir plus régulièrement sur le bâti que dans des milieux plus tempérés. Par exemple, des logements qui ont 1 an, 2 ans et qui déjà ont des traces d'humidité, qui ont des fissures, pardon. Est-ce que ça, vous considérez que c'est normal, que ça fait partie des risques à prendre et des malfaçons liées au... C'est pas une question de risque à prendre, et je pense que là-dedans, ce qu'il faut regarder, c'est que les bailleurs sont autant victimes que les locataires, au sens où nous avons acheté ces logements auprès soit d'un promoteur, soit nous les avons payés auprès d'entreprises du bâtiment. Et si effectivement, en moins d'1 an, on constate des défauts, c'est bien parce que la qualité de mise en œuvre ou la qualité du matériau peut être défectueuse. Maintenant, je pense qu'il faut aussi évoquer le fait que l'utilisation, l'usage du bâtiment ou du logement en question peut être aussi la cause des défauts qu'on y trouve. Quand un logement est systématiquement complètement fermé, qu'il n'est pas aéré, c'est aussi un environnement propice au développement de l'humidité à l'intérieur et de tous les désagréments qui en découlent. Donc il est important aussi de bien, comment dirais-je, identifier quelle est l'origine de ce sinistre, et c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier, puisque effectivement, dans notre métier, l'important c'est que la qualité du bâtiment et la qualité d'entretien soient facilitées, que le locataire s'y sente bien, qu'il paye son loyer. C'est ça, j'allais dire, l'objectif final que nous on poursuit. En aucun cas, nous avons intérêt à ce que ce dans quoi nous investissons soit compliqué à gérer, soit, j'allais dire, un repoussoir à ce que nos locataires s'installent dedans. Donc
c'est vraiment un sujet qu'on prend à bras-le-corps, qu'au niveau de l'Armos, l'avantage, c'est que nous pouvons regrouper un petit peu les expériences des différents bailleurs et étudier un petit peu quelles sont les origines de sinistres, quelles sont les pratiques à bannir en termes de choix techniques, de choix de conception, de manière à ce que les logements qu'on produit demain ou les logements qu'on améliore sur notre parc ancien, on leur apporte, disons, le maximum de garantie de qualité et de pérennité dans le temps. Et si on parle d'un gros dossier qui a aussi fait parler justement dans les médias à La Réunion, c'est la résidence Flacourt à Sainte-Marie. On parlait de défauts, de mauvais entretien des locaux. Là, on est quand même sur un bâtiment où on peut passer la main entre certains murs. On voit que le bâtiment recule, s'écarte. Le dossier traîne, la mairie de Sainte-Marie a mis une mise en péril. Qu'est-ce que vous, sur ce dossier, vous pouvez faire en tant que président de l'Armos ? Moi, je pense que je ne commenterai pas forcément un dossier qui appartient... alors déjà, je n'ai pas tous les éléments de connaissance, et puis en plus, en termes de responsabilité, ça appartient aux propriétaires bailleurs, à la SIDR, de répondre, entre guillemets, à d'éventuelles questions qui seraient de nature à mettre en jeu ses obligations et ses responsabilités. Maintenant, je redis ce que je venais de dire à l'instant en termes de... c'est pas la SIDR en tant que telle qui serait, j'allais dire, en tout cas si l'origine du sinistre, c'est au bout de 2 ans, c'est quand même pas forcément, c'est un peu court pour mettre en avant comme cause d'un tel sinistre un manque d'entretien de la part du propriétaire. Vous êtes d'accord avec moi que quand un bâtiment qui vient juste d'être livré atteint ce degré de dysfonctionnement, c'est quand même compliqué de mettre en jeu la responsabilité du propriétaire qui aurait été en défaut d'entretien. On est sur un défaut de construction, du coup. On est plutôt sur un défaut de construction, et là, c'est toute la complexité des métiers c'est le versant promoteur de nos actions, avec une multiplicité d'acteurs, depuis le concepteur, architecte, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, et puis les entreprises qui mettent en œuvre. Donc là, je dirais que c'est vraiment un travail, en plus vous parlez d'un dossier d'une ampleur particulière, voilà, c'est un travail d'expert, ça sera certainement très très long de déterminer où sont précisément les responsabilités des uns et des autres. Heureusement, je pense quand même si c'est ces dossiers qui font malheureusement la une de l'actualité, c'est pas l'essentiel de ce qui est livré chaque année par l'ensemble des bailleurs sociaux. Valérie Lenormand, la directrice de la SHLMR, parlait de seulement 3%, qu'on voit effectivement le verre à moitié vide, mais vous comprenez qu'avec ces dossiers, comment on peut vivre dans des logements où il y a de la moisissure partout. C'est ça qui touche en fait les gens, et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, c'est qu'on se dit, c'est pas des petits problèmes à chaque fois. En tout cas, ceux qu'on montre, c'est pas des petits problèmes, c'est des familles qui déjà n'ont pas beaucoup de moyens. Vous comprenez que les logements sociaux ont une mauvaise image à La Réunion ? Oui, c'est sûr que si on se borne à présenter le logement social uniquement, je rejoins totalement le propos de Valérie, si on se borne à présenter le logement social sous le prisme effectivement de ses défauts et des dossiers les plus emblématiques qui mettent en avant un certain dysfonctionnement, effectivement, on va en avoir une image négative. Mais je trouve que c'est d'ailleurs assez dommageable, et notamment pour toute la partie de la population qui, elle, vit dans ces logements, qui, dans un grand nombre de cas, ne rencontrent pas ces difficultés-là et qui se sentent stigmatisés. Je veux dire, aujourd'hui, mettre en avant ces difficultés du logement social, que je ne dément pas forcément, je dis simplement qu'elles sont dans une proportion qui ne peut pas être le reflet d'une réalité et d'une généralité. Mais la difficulté que ça nous pose, c'est que ça rend plus compliqué l'intégration du logement social dans les quartiers à La Réunion, dans notre environnement quotidien. Donc aujourd'hui, il y a un phénomène de rejet qui s'installe, et il faut quand même dire aux téléspectateurs que 80% de la population réunionnaise est éligible au logement social. On a dit qu'il y a 38 000 demandeurs. Donc s'il y a 38 000 demandeurs, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin, et ça veut dire que quand même, malgré ce qui est dit, le logement social apporte quelque chose à la population réunionnaise, parce que sinon il ne serait pas 38 000 à demander un logement social. Et ce qu'il apporte, c'est quand même un effet de sécurité, parce que on parle exclusivement du logement social, mais il y a aussi le logement privé, il a aussi ses difficultés, ses défauts. Donc je pense qu'il faut
véritablement regarder l'ensemble de la problématique de l'habitat et non pas pointer exclusivement un certain nombre de dysfonctionnements et de défauts. Mais vous avez raison, ça n'empêche en rien qu'il faut traiter et répondre aux familles qui sont en difficulté. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Frédéric Pillor d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président de l'Armos. Merci Thibault, bonne soirée. Et c'est ainsi que se termine cette première émission. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro d'Enquête de Sens.